Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Lancement ce dimanche de la campagne nationale de reboisement à Touba. Le chef de l'État, en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, a planté son manguier. Le manguier, l'arbre parrain de la 41e édition de cette campagne placée sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Sortie du Premier ministre sur le port du voile, Moustapha Guirassy apporte son soutien au chef du gouvernement après la riposte d'Abbé André Latyr Ndiaye. Le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé du SEM Keur Massamba Gueye de Thiès, où il se trouvait pour les besoins de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Grosse quantité de viande impropre à la consommation saisie à Bambey, une prouesse des éléments du service d'hygiène en complicité avec la police urbaine du département. Et puis, Jeux Olympiques de Paris, des nouvelles de nos athlètes avec Chertidiane Diouf, 5e de la série des 400 mètres. Quant à lui, Philippe Mendy, il s'est qualifié pour les demi-finales du 110 mètres et en terminant premier de sa série. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement à Touba. Le président de la République a planté son manguier, arbre parrain de la 41e édition sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». À cette occasion, le président Bassirou Diomaye Faye, en présence des autorités religieuses et administratives sous le couvert de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a invité les populations à s'engager davantage au profit du reboisement. Le président de la République que nous écoutons au micro de Talassam et Pape Balagué. La journée d'aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est juste une journée de lancement. Mais planter des arbres et s'en occuper doit être un comportement quotidien toute l'année. Une chose aussi est de planter des arbres, une autre est de s'en occuper afin qu'on puisse assurer la survie des arbres que nous sommes en train de planter, ou tout au moins d'assurer un taux de survie extrêmement important par rapport au nombre d'arbres qui ont été plantés. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce et de plutôt encourager et remercier Touba Ca Kanam qui a fait cette année une pépinière de 28 000 pieds et de le donner en exemple à toutes les communes du Sénégal, à toutes les associations au sein de ces communes, qu'ils comprennent que reverdir le Sénégal doit être entre les mains de chacun. Il est de la responsabilité de tout citoyen de contribuer, comme nous sommes en train de faire dans une logique de co-construction, à ce qui va reverdir le Sénégal. Il s'agit de planter des arbres toute l'année, mais il s'agit surtout de s'occuper des arbres qui sont plantés pour que le taux de survie maximal puisse être assuré. Le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, a incité la population à reboiser davantage pour la protection de la nature. Il a présidé la journée nationale de l'arbre dans la région de Dakar, une journée qui s'est tenue dans le département de Keur Massar. Il est au micro de Aminata Ba et Ousmane Baldé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et l'ensemble du gouvernement. Et vous transmet leur volonté de travailler étroitement, mais fermement, avec toutes les parties prenantes, avec toutes les associations de jeunes, les associations féminines, pour faire du Sénégal un pays vert. En cette journée nationale de l'arbre, dont le thème de cette année est le rôle du reboisement dans la sécurité, dans la souveraineté alimentaire et le développement socio-économique. Thème ne pouvait être mieux choisi lorsqu'on connaît le rôle de l'arbre dans la préservation de l'environnement en général.
mais en particulier dans la lutte contre l'avancée du désert qui s'approche, se rapproche jour après jour, mais aussi pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et enfin, surtout pour nous les Africains, pour la paix que facilite l'arbre. Le reboisement, une initiative qui intéresse dans la zone nord, une région impactée par l'avancée du désert avec des changements climatiques qui gagnent du terrain. Plusieurs villes ou villages ont été engloutis par les eaux. Les acteurs se mobilisent pour freiner cette montée en puissance des éléments. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Des régions les plus menacées par les changements climatiques. Plusieurs berges ont été englouties par les eaux. Des villages ont été entièrement ravagés. Avec cette journée de nettoiement, les acteurs de Saint-Louis se mobilisent afin de fixer le petit bras du fleuve. Et au niveau de la berge aujourd'hui, avec l'érosion côtière, avec l'avancée de la mer, avec surtout tous les fléaux qui sont relatifs au changement climatique, aujourd'hui, si on fait ces activités de plantation d'arbres, ça va jouer un rôle assez important. Ça veut dire que ça vient à point nommé. Au moins où l'on parle peut-être d'avancement du désert, réchauffement climatique, on parle aussi de l'érosion des sols, on parle aussi de déforestation qui nous coûte presque chaque année 9 millions d'hectares. Toute la zone nord est touchée par les changements climatiques, en plus du désert qui avance à grands pas et qui menace les villages de la région. Les autorités locales sonnent la mobilisation lors de cette journée. L'objectif de ce programme, c'est d'implanter chaque année au moins 1000 arbres dans notre village. À terme, dans notre plan stratégique de 2024-2028, normalement, on devrait implanter au moins 4000 arbres. Le thème interpelle chaque citoyen à œuvrer de façon permanente à sauvegarder et à restaurer son environnement immédiat par la plantation d'arbres. Le département de Saint-Louis est surtout menacé par l'érosion côtière avec ces séances de reboisement entamées par les acteurs et qui vont durer plusieurs mois. Au niveau de la langue de Barbarie, on peut espérer à des lendemains meilleurs pour la vieille ville. Ousseynou Diop et Habib Seck, merci. Allez, nous quittons le nord cette fois-ci pour le sud avec Bounkiling, le département le plus impacté par le trafic illicite de bois. Le préfet a choisi la commune de Bona pour abriter la journée nationale de l'arbre, occasion pour sensibiliser les populations sur le trafic de bois vers la Gambie. L'autorité a invité les populations à se transformer en lanceurs d'alerte pour aider les forces de défense et de sécurité dans la lutte. Les détails, c'est avec Bakary Conté. Les images sont signées Khalid Diamé. Abusive de bois est très fréquente dans le département de Bounkiling. Lors de la journée nationale de l'arbre célébrée à Bona, le maire de la commune Ibrahima Pabidjidjou a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations. Le département de Bounkiling, c'est le département qui est frontière avec la Gambie. Vous savez, avec les frontières qui sont poreuses, on ne peut pas contrôler qui fait quoi, qui rentre quoi. C'est pourquoi dans tout notre bois du département de Bounkiling, vous le trouvez en Gambie. Mais ce ne sont pas les Gambiens qui coupent ce bois, ce sont chez nous-mêmes. Ce sont les gens du département de Bounkiling, en complicité avec les Gambiens qui le font. Je pense que ces campagnes-là nous permettent, c'est des occasions pour sensibiliser, pour savoir ce que nous allons faire aujourd'hui. Demain, ça va se rattraper. Parce que les arbres que nous avons en train de nous couper, c'est des arbres qui ont été conservés par nos ancêtres. L'engagement, c'est chacun de nous. Si chacun prend un seul arbre par an, il le protège. D'ici 5 ans, on aura combien d'arbres? Le préfet du département de Bounkiling, Boubacar Bayinko Sagna, invite les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les trafiquants. On lance un appel à la population pour collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Parce que la forêt est un patrimoine commun. Donc ça n'appartient ni à l'État, ni à la nation, mais à toute la communauté. Donc c'est le bien de tout le monde. Donc nous invitons encore une fois la population à veiller davantage sur nos forêts. Donc à servir de lanceur d'alerte s'ils voient des infractions relatives à la coupe abusive de bois. Ils n'ont qu'à signaler ça aux forces de défense et de sécurité. Pour un changement de comportement, l'IF de Bounkiling, Cheikhou Sidibé, pense qu'il faut passer par les écoles. On voudrait que les enfants qui sont l'avenir de cette société, qui sont l'avenir de ce pays, puissent avoir le réflexe comme quoi l'arbre fait part entière dans leur existence et qu'on puisse installer en eux ce que le maire a appelé tout de suite le culte de l'arbre. Plusieurs manguiers ont été plantés. L'autorité administrative a invité les populations à faire le suivi.
Allez, on s'intéresse cette fois-ci au manguier, justement, qui est l'arbre parrain de cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre à Kolda. Les producteurs de mangue se disent confrontés à d'énormes difficultés, justement liées aux maladies qui atteignent ce fruit, la mangue. Le reportage est signé Abdoulaye Diallo. La célébration de la journée de l'arbre se déroule dans un contexte préoccupant pour les producteurs de mangue. En effet, la production de mangue a connu une baisse significative ces dernières années en raison de l'assèchement des fleurs, un phénomène qui a des conséquences dévastatrices sur les rendements. L'assèchement des fleurs, c'est une difficulté, mais la difficulté là, c'est nous qui l'avons créée, parce que c'est dû au changement climatique. Donc les fleurs là, quand c'est la période de floraison, ça n'a pas besoin d'une très grande chaleur. Bon, et maintenant, si pendant cette période-là, c'est une période de canicule, donc cette période-là, si la chaleur est intense, elles vont devenir sèches. Et si ça devient sèche, c'est des mangues à gagner énormes. La maladie de la mouche qui attaque les mangues est également une de leurs préoccupations. Nous avons rencontré ici beaucoup de difficultés liées à la mouche. Liées à la mouche blanche, qu'on appelle la mouche blanche, qui attaque très tôt les produits de la mangue, donc qui attaque les mangues. Donc ensuite, quand ça attaque les mangues... C'est pourquoi les acteurs de la filière mangue tirent la sonnette d'alarme et demandent des mesures urgentes pour faire face à ces attaques qui menacent leur production et par extension la sécurité alimentaire du Sénégal. C'est vrai, des efforts sont en train d'être faits. Les gens sont en train de poser subir des formations pour capter les mouches et ensuite des techniques avec les richesses. Le manguier, au-delà de sa contribution à l'économie locale, joue un rôle crucial dans l'alimentation des populations. La mangue est aussi une source essentielle de vitamines et de minéraux et sa production permet d'assurer un soutien financier à de nombreuses familles dans la région, ont fait savoir ses producteurs. C'est pourquoi ils invitent les acteurs de la filière mangue, les autorités locales et les experts agricoles à mettre à profit cette édition 2024 pour discuter des solutions possibles afin de sauvegarder cette filière vitale. Dans le cadre d'échanges intercommunaux, le maire de Malicounda a accueilli celui de Pire au programme visite de la pépinière communale OCM Moussa Kadam, présentation du programme Malicounda Vert et du programme Malicounda Propre. Ces deux communes entendent copier l'une de l'autre les meilleurs projets de développement. Je vous propose d'écouter tout de suite Maguette Sen, le maire de Malicounda. Le maire de la commune de Pire, en la personne de M. Mamadou Ndoye-Bane, et l'ensemble de son conseil municipal, ils sont venus à Malicounda cette journée pour une visite de travail et d'échange avec la municipalité de Malicounda. Donc c'est tout un honneur pour la commune de Malicounda. Pire et son maire pouvaient choisir Bordeaux, New York, Montréal. Ils ont choisi de venir chez nous, au Sénégal même. En tout cas, pour une mission de benchmarking qui a permis en tout cas de passer en revue l'ensemble des projets et des initiatives que Malicounda a pris dans le cadre du développement local. Nous avons démarré par le centre socio-collectif de Malicounda Bambara, qui est une référence en termes d'infrastructures dédiées aux femmes et aux jeunes. La visite aussi a permis de faire la gare routière, un exemple de partenariat public-privé, la gare routière de Salé Aérodrome. Également, nous avons eu l'occasion de voir les femmes dans le cadre d'un programme de formation de 600 femmes que nous avons démarré. La pépinière municipale a été visitée. Nous sommes au centre d'état civil de Nianing avec le centre de formation des jeunes. On va terminer par la santé. On va visiter les postes de santé de Gagnabougou, de Sinthiouba Dan Serer et de Kerbalolo pour finir avec le programme eau, avec notamment la visite du château d'eau de Fanda. Donc je crois que c'est une journée très remplie. La journée n'a pas été de temps, on n'a pas eu assez de temps même pour voir tout ce qu'on voulait voir. Simplement pour dire qu'il y a un dynamisme qui est là et c'est l'occasion en tout cas de partager toutes ces expériences avec notre ami et collègue Ndoye-Bane. Retour sur la dernière sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur le port du voile à l'école et qui alimente les débats. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a lavé à grande eau le patron du gouvernement. Le ministre de l'Éducation était au CM Keur Massamba Gueye de Thiès, justement à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Ces propos ont été recueillis par Seyla Thier. Un enfant, parce qu'il porte le voile, est interdit d'accès dans une école. Il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question dans le discours
de stigmatiser ni la communauté islamique, ni la communauté catholique ou chrétienne. Il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien, le chef du gouvernement, une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque, et qui fait le bonheur du Sénégal. Aucune école n'a le droit de priver un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance. Aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. Voilà le message. Et c'est triste, c'est dommage qu'on entende après l'Église, ou certains parler de l'Église. Non, ce n'est pas l'Église qui se prononce ainsi. Ce sont des politiciens qui se prononcent ainsi. Ce sont des citoyens qui ont peut-être soif de visibilité ou peut-être dans une logique simplement je ne sais pas, mais vraiment une gratuité extraordinaire qui sont en train dangereusement d'évoquer et de provoquer et de porter des discours qui ne sont pas bons pour notre société. Il n'est pas spirituel pour un abbé, dénué de spiritualité, il est dénué d'esprit de paix. Il y a de l'empressement, il y a du sensationnel là-dedans. Et pour quelqu'un qui doit éduquer spirituellement nos enfants, je pense qu'il est passé à côté. Et nous poursuivons ce journal avec cette polémique sur le port du voile dans les écoles catholiques. La lettre d'Abbé Latyr Ndiaye, un retentissant appel au respect des principes de notre laïcité, non pas le sécularisme rigide à la loi française de 1905 qui prône la séparation stricte du temporel et du spirituel, mais la laïcité à la résonance sénégalaise. Une laïcité permissive parce que concertée. Le commentaire de Chérif Diop. La pondération des gouvernants est un élément principiel du vivre ensemble. Une cause commune sacrée au Sénégal depuis les premières heures de la construction nationale, entamée par les autorités d'antan. Quand chaque prise de parole d'un hiérarque de l'exécutif devient le levain de passionnantes polémiques, la question mérite que l'on s'y attarde. De surcroît, quand le ferment a trait à la religion. L'autorité peut être pétrie de courage décisionnel, mais le culte n'est pas sujet de décision ou de délibération, mais plutôt de communion. C'est un principe immarcessible. Péché, mais du moins ne corrompez pas les principes. À cet égard, la lettre ouverte de l'abbé André Latyr Ndiaye, adressée à un jeune politicien nouvellement promu à un haut poste de responsabilité, pointe l'inefficacité et les risques que peut prendre une gouvernance par coup de semonce. Lancée à la cantonade, on n'acceptera plus l'interdiction du voile dans les établissements scolaires, dans un moment où l'on célèbre l'excellence éducationnelle, arrive comme un cheveu dans la soupe. Essayant de voler au secours, ce dimanche, le ministre de l'Éducation nationale a lamentablement versé dans le sophisme. La question de la jeune fille n'a jamais porté sur le port ou non du voile dans les établissements scolaires. Or, le voile n'est pas un sujet politique au Sénégal. Il n'est pas systématiquement interdit dans ces écoles catholiques où nombre de petites filles musulmanes voilées sont acceptées. Ce qui s'est passé en 2019 à l'Institut Sainte Jeanne d'Arc de Dakar est une malencontreuse exception qui a été intelligemment tranchée. Pourquoi alors raviver cet épiphénomène au risque de relancer une polémique inutile ? Il est important de rappeler que l'école catholique est présente au Sénégal depuis 1818 avec Monsieur Jean Dard à Saint-Louis. Mais dans le fond, la lettre d'Abbé Latyr Ndiaye est un retentissant rappel au respect des principes de notre laïcité. Non pas le sécularisme rigide à la loi française de 1905 qui prône la séparation stricte du temporel et du spirituel, mais la laïcité à la résonance sénégalaise, qui se rapproche peu ou prou de celle britannique. Une laïcité permissive parce que concertée, celle qui veut que l'autorité reconnaisse qu'au sein de la République, les religions sont d'égale dignité. Le dirigeant politique peut ouvrir une madrasa chez lui, mais le Sénégal n'est le sanctuaire d'aucune religion. Nous avons en souvenance le cliché rendu public de l'actuel ministre de l'Éducation effectuant la prière dans son bureau. Quel est le sens de la publication de cette photo ? Bien qu'étant un farouche musulman, le souci permanent du haut responsable devrait être de ne jamais frustrer, voire marginaliser les autres communautés dans ses actes et prises de parole publique.
Pourtant, les présidents Senghor et Diouf ont montré la voie du salut. Ces deux hommes d'État total ont refusé à un ancien responsable du Parti socialiste, Boubacar Gueye, la création d'un parti politique dont les statuts étaient fondés sur les valeurs islamiques. Ce fut la loi des 4 courants. M. Gueye créa son parti sous l'épithète conservateur. L'un des plus beaux moments illustratifs du vivre ensemble au Sénégal fut également l'accueil de la nation sénégalaise dans sa diversité religieuse réservé au pape Jean-Paul II en février 1992. Le musulman Diouf accepta ce que le catholique Senghor a refusé par finesse d'esprit. En refusant avec courtoisie la venue du pape Jean-Paul II au Sénégal sous son magistère, le président poète avait argumenté devant le cardinal Thiandoum: quand un président musulman sera à la tête de l'État, il l'invitera. Fin de citation. Pourtant, les catholiques sénégalais avaient le droit de recevoir leur guide, le Saint-Père. Par cette décision, Senghor a refusé les interprétations mal intentionnées au risque d'écorcher le vivre ensemble. Porté au pinacle par les grands marabouts, Senghor avait vite compris que les questions cultuelles, confrériques, peuvent se transformer en une pente savonneuse pour un État. À ce titre, on peut se demander l'utilité d'un ministère du culte au Sénégal. L'idée interroge. Institutionnaliser le financement du culte au point de l'inclure dans le budget 2025 serait une belle erreur. Mais en attendant la fumée blanche, posons-nous ces questions de base. Qu'est-ce qui va différencier le ministère du culte de la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômes de l'enseignement arabe annoncé par le président de la République? L'action exécutive de l'État doit-elle s'étendre au financement du culte? Qui va incarner ce ministère du culte? Un ermite que l'on va extirper de sa thébaïde ascétique? Quelle sera sa légitimité cultuelle? Comment gérer le monôme religieux devant le ministère pour se faire financer? Cherche-t-on à acheter la foi en finançant officiellement le culte? Quel est le quorum dans une congrégation, dans un daïra, pour être éligible au financement, etc. L'État garantit la liberté des cultes, mais ne doit pas être un régulateur du culte. Ce n'est pas son rôle. Le ministère de l'Intérieur a en charge les cultes et jusqu'ici tout va bien. Cependant, il faudra un travail de bénédictin pour trouver une meilleure formule sans prendre le risque d'un délitement socio-religieux ou de remettre en cause l'équilibre si fragile du pays. Merci, Chérif Diop. Une information qui vient de nous parvenir. Le décès de Maktar Dabo, syndicaliste et membre du PASTEF, des suites d'un malaise, apprend-on. Nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, à Bombay, le service d'hygiène a saisi ce matin une importante quantité de viande impropre à la consommation. Les faussaires ont voulu profiter du week-end pour introduire la denrée dans le marché, mais c'était sans compter la promptitude des éléments du service d'hygiène, aidés en cela par la police urbaine de Bombay. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye qui ont interrogé le lieutenant Amdiatou Sarr, chef du service d'hygiène à Bombay. Le voici. C'est à bord d'un véhicule de type minicar que les contrebandiers transportaient cette viande impropre à la consommation. Ils ont été stoppés net par les éléments du service d'hygiène de Bombay en collaboration avec la police. C'est juste 30 cartons multipliés par 15 kilos. Donc c'est une viande qui n'est pas comestible, c'est-à-dire qui est totalement interdite. Donc c'est ce qu'on vient de saisir juste. Et c'est des cuisses, précisément les gars, les cuisses, poulet de chair, je ne sais pas. Lieutenant Amdiatou Sarr, chef du service, et ses hommes ont intercepté le produit et procédé à son incinération. Ils veulent à tout prix éviter la consommation de cette viande qui serait lourde de conséquences. Donc comprenons que ce produit n'est pas comestible et disons que l'hépatite B actuellement, ça sévit à l'intérieur du Sénégal et partout dans le Sénégal. Ce n'est plus destiné que pour dire que dans le bassin arachidier, mais disons que l'hépatite B actuellement ça sévit. Et quiconque passe au niveau des labos, dans des différentes structures de santé au Sénégal, il saura que l'hépatite B, c'est quelque chose maintenant, c'est une maladie qui est totalement communautaire actuellement. En cette veille du Grand Magal de Touba, le service d'hygiène de toute la région de Diourbel est davantage mobilisé pour éviter l'introduction de ces genres d'aliments nuisibles à la santé des citoyens. Et le sport à présent avec Chertidiane Diouf qui termine 5e de sa série des 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. Il va devoir passer par les repêchages pour espérer se qualifier pour les demi-finales et ce sera mardi prochain. On enchaîne toujours en athlétisme avec Louis-François Mendy dans le couloir 9 qui a terminé premier de sa série et qui se qualifie ainsi pour les demi-finales du 110 mètres et le sprinter de 25 ans a dominé sa série avec un chrono
chrono de 13 secondes 31. Enfin, les nominés pour les distinctions individuelles de la saison 2023-2024 de basketball au Sénégal sont connus. Pour le titre de roi, Mohamed Doumbouya de l'AS Ville de Dakar, Fali Kanouté du Dakar Université Club et Serine Saliou Gueye sont en concurrence. Maguette Sen de l'AS Ville de Dakar, Elisabeth Dabou du même club et Djouma Berté du Dakar Université Club sont en lutte pour le titre de reine et les heureux élus seront connus dans les semaines à venir. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.